Mesdames et messieurs, chers amis, l'actualité nous conforte dans notre volonté de donner un sens à cette célébration de la capitulation de l'Allemagne nazie. En effet, par un cruel raccourci de l'histoire, le nazisme vient encore de marteler nos libertés par une présence criminelle insupportable, une intrusion violente du racisme et du déni de la démocratie. J'en veux pour exemple l'ouverture lundi 6 mai 2013 du procès à Munich de Beate Schäpe, criminel néo-nazi accusé de complicité et d'assassinat pour avoir participé à l'exécution sommaire de 8 Turcs et d'un Grec entre 2000 et 2006 et d'une policière en 2007. Ce procès s'ouvre alors que les actes de violence néo-nazis sont en augmentation et que selon les ONG, plus de 150 crimes racistes ont été commis en Allemagne ces 2 dernières décennies. Faut-il encore mentionner l'arrestation, lundi également, d'un homme âgé de 93 ans qui avait été déporté des États-Unis pour avoir menti au sujet de son passé nazi. Arrêté par les autorités allemandes qui l'accusent d'avoir été un gardien au camp de concentration d'Auschwitz, Hans Lipsich a été appréhendé après que des procureurs ont conclu qu'il existait des preuves irréfutables qu'il avait été impliqué dans des crimes perpétrés à Auschwitz pendant qu'il y était de 1941 à 1945. Environ 1,5 million de personnes, surtout des Juifs, ont péri à Auschwitz. Comment donc, au regard de ces faits, ne pas s'inquiéter aujourd'hui que des groupes criminels nostalgiques du Troisième Reich vouent un culte immodéré à la princesse nazie, âgée de 83 ans, fille de Himmler et figure incontournable de l'association Stille Hilfe, qui signifie aide silencieuse, et qui soutint les nazis pourchassés pour leurs crimes. C'est sous cette menace, et devant ce mémorial ici ou dans ce cimetière, que nous célébrons le 8 mai 1945, jour de la capitulation sans condition de l'Allemagne nazie, marquant ainsi la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y a 68 ans, le 8 mai 1945, le maréchal Keitel signait la reddition de l'Allemagne nazie face à la coalition des Alliés. Ce jour historique, la présence de la France en la personne du maréchal Delatte de Tassigny représentait le courage de ceux qui firent le choix de la résistance, de celui qui croyait au ciel et de celui qui n'y croyait pas, comme le disait le poète Louis Aragon. Représenter notre pays à travers son gouvernement dirigé par le général de Gaulle et de ce long combat que l'appel du 18 juin 1940 avait précédé. Cette victoire sur les troupes hitlériennes a provoqué dans toute l'Europe un immense espoir. L'espoir de l'avènement d'un monde meilleur, car jamais l'horreur n'avait été poussée aussi loin. Hitler et ses sbires avaient créé une société basée sur l'inégalité des hommes, sur des critères raciaux, religieux, politiques, philosophiques, sexuels, comme les odieux triangles roses des homosexuels dans les camps, et médicaux, eugénistes. Sans exception, tous les domaines de la personne humaine étaient visés par cette idéologie. Aux millions de victimes se sont ajoutés les dizaines de millions de persécutés, les centaines de millions de personnes subissant les privations de liberté. En quelques années, la peste brune s'est abattue sur le monde. En 1933, c'est une élection qui porta au pouvoir le parti nazi, un programme dit social, autoritaire, excluant des pans entiers de la société allemande. La montée légale du fascisme par le jeu d'une élection doit nous faire réfléchir sur les conséquences du développement et de la banalisation des thèmes d'exclusion et des solutions nationalistes exacerbées et catégoriques pour mettre un terme aux effets économiquement dévastateurs des crises économiques. L'antisémitisme, le racisme étaient au cœur de leur programme. La pureté de la race, la préférence nationale, la peur de l'autre sont autant de ressorts sur lesquels le fascisme s'installa. L'occupation allemande facilita l'expression d'un fascisme français nourri des haines et des ressentiments sociaux par un Pétain et un Laval devenus les chevilles ouvrières, les fourriers du nazisme, les persécuteurs de la nation française, les assassins de la République. Dans la douleur, le sang et les larmes, la clandestinité et l'esprit de résistance finit par l'emporter. Le prix en fut élevé,
C'est aussi par les combats des Français libres partis de Brazzaville en passant par Birakem, par le combat des tirailleurs marocains de Monte Cassino, des tirailleurs sénégalais, des bataillons malgaches et des bataillons du Pacifique, des pilotes de Normandie-Niemen, de l'abnégation des commandos Kiefer débarquant à Ouistreham le 6 juin 1944, du sursaut de la République éphémère du Vercors en 1944, des anciens des brigades internationales comme ceux du maquis Sévenol de Sainte-Antérienne, vallée française qui m'est très chère, des Moyes comme Manouchian, placardés comme Métèque sur une sinistre affiche rouge, des réseaux anonymes où se sont illustrés des Jean Moulin, des Pierre Brossolette, des colonels Roltanguy et du groupe Aubrac. Cette victoire, nous la devons aux femmes et aux hommes qui surent dire non, qui refusèrent l'inacceptable. Au plus profond de la nuit de l'occupation, ils eurent le courage et la vision d'élaborer un projet de société uni contre le fascisme. Certains, dès 1936, arrivèrent à s'unir sur un programme qui devint plus tard le programme du Conseil national de la résistance et qui fut l'acte fondateur de notre société, plus que jamais d'actualité quand notre lien social a été dangereusement démantelé. Ce programme a refondé la société sur les bases nouvelles de la solidarité collective, de la fraternité, de l'universalité, des droits de l'homme et des libertés démocratiques. Ce travail est un formidable débat vif, passionné, parfois contradictoire, mais toujours respectueux des points de vue opposés, car ils étaient différents, issus de familles politiques, philosophiques, syndicales, voire religieuses. L'intérêt de la France fut leur boussole, et c'est au nom de cette cause qu'ils parviennent à s'unir jusqu'à la victoire. Nous ne pouvons pas voir sans inquiétude sérieuse l'état de tension qui traverse le monde aujourd'hui, l'accroissement phénoménal des injustices et des inégalités, l'ampleur et la profondeur de la crise économique et sociale, la montée des fanatismes et des extrémismes. Comme nous ne pouvons pas voir non plus sans grave préoccupation la remontée en Europe de l'extrême droite parfois relookée, mais toujours aussi insidieuse, comme le démontre mon introduction de ce discours par l'évocation de ce procès de Munich. Il me semble qu'il ne faut pas sous-estimer non plus les effets des discours politiciens ambiants qui prospèrent ces temps-ci, qui s'appuient sur les peurs économiques et la colère sociale née de la crise, qui pratiquent la stratégie du bouc émissaire et de l'opposition des catégories sociales entre elles, et agitent la peur de l'étranger, la peur des différences, comme dernièrement la pente dangereuse de l'homophobie qui, sans limite, ouvertement violente, refuse l'accès à la légitimité citoyenne du mariage pour tous et pour toutes. Ces discours-là se font, de fait, des relais plus ou moins avoués, plus ou moins des idées obscurantistes et xénophobes qui font le lit de l'extrême droite. Et d'autant plus dangereusement dans une période comme celle que nous abordons. Ils jouent ce faisant sur les pires ressorts de l'âme humaine en activant la jalousie, la mesquinerie, l'esprit de chapelle et de précaré, sans parler de l'agressivité, de l'intolérance à l'autre, de la haine et de la violence. La boîte de Pandore qu'ils risquent d'ouvrir à un autre nom, celui qui lui donnait Bertolt Brecht quand il disait « Le ventre est encore fécond, d'où est née la bête immonde ». Alors, là encore, il n'y a heureusement pas d'automatisme ni de fatalité. Parce qu'il en va d'abord et avant tout de la conscience et de la volonté des peuples, de la vigilance des démocrates et de l'ensemble des citoyens. C'est cette conscience, cette volonté et cette vigilance que nous nous efforçons de porter tous ensemble à travers les différentes actions que nous menons avec nos concitoyens à Fontenay-sous-Bois et dans la diversité de ce que nous sommes, de ce que nous représentons les uns et les autres, avec les regards différents que nous avons éventuellement sur les choses. Mais tous, avec la conviction partagée que nous devons opposer le barrage de nos déterminations conjointes pour stopper la réactivation des vieux poisons sur le lit des échéances électorales et de construire de nouvelles solidarités face à la logique inhumaine du marché roi et des multinationales, pour faire advenir une société refondée sur les valeurs universelles de justice, de fraternité et de coopération, ces valeurs qui ont fondé la force rayonnante de notre République, qui ont porté l'espoir des Français après la victoire sur les nazis et la libération, et dont nous poursuivons le combat jour après jour avec l'ensemble de nos concitoyens, avec les associations d'anciens combattants ici présentes. Il faut donc, plus que jamais, faire preuve de vigilance au poison sournois du racisme, de l'antisémitisme, de la xénophobie sous toutes ses formes, des discriminations sexuelles et du handicap. Nous devons sans relâche opposer nos valeurs républicaines, œuvrer pour détruire les ressorts du désarroi qui poussent certains à se tromper. Cette journée commémorative est devenue un jour férié
par la loi du 23 septembre 1981, à la demande du président de la République d'alors, François Mitterrand. Elle connut une histoire mouvementée. Le jour de commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale le 8 mai devient jour férié le 20 mars 1953, avant de perdre cette qualité par le décret du 11 avril 1959, puis d'être supprimé en 1975 par le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, au nom de la réconciliation avec l'Allemagne. Finalement, la commémoration et le jour férié ont été, l'un et l'autre, rétablis le 1er juin 1981 avec la gauche au pouvoir. Cette journée est l'occasion, avec les organisations de déportés, d'internés, de résistants et leurs familles, avec la communauté juive, avec les anciens combattants et l'ensemble des associations de notre ville, pour faire perdurer le souvenir des suppliciés du nazisme, mais au-delà, pour faire connaître et comprendre les mécanismes qui ont permis l'horreur suprême d'anéantir plus de 60 millions d'hommes, de femmes et d'enfants. Que vivent leurs souvenirs et que vive la France. Je vous remercie pour votre attention.